Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 5 juin. Triste nouvelle, triste anniversaire commémoré aujourd'hui par les Palestiniens, celui de la Nakba en 1967, synonyme d'une honteuse victoire de l'entité sioniste qui fera basculer le destin de la Palestine, mais aussi le rêve d'une nation arabe unie. Dans le conflit en Ukraine, les bombardements s'intensifient dans le Donbass et reprennent à Kiev. Le président russe met en garde les Occidentaux contre la fourniture de missiles de longue portée à l'Ukraine. Le Front Polisario décide de renoncer au processus de paix, à nouveau tournant impulsé par la politique du fait accompli imposée par le Maroc. Et puis le buste de Maurice Audin, militant de la cause algérienne assassiné par l'armée coloniale française, inauguré ce dimanche à la place Audin à Alger, à la veille de la commémoration du 65e anniversaire de sa tragique disparition. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 5 juin, le peuple palestinien commémore le triste anniversaire de la Nakba en 1967, une date synonyme d'une honteuse victoire de l'entité sioniste qui fera basculer le destin de la Palestine, mais aussi le rêve d'une nation arabe unie par le passé. Tinhin Al-Makassi. Aujourd'hui encore, la tragédie palestinienne se poursuit. Aujourd'hui encore, la colonisation et l'extension sont le projet expansionniste sioniste. Une réalité qui ne peut être niée par personne. La Nakba, la Nakba sont des rappels d'un drame qui se conjugue au présent. Dans la mémoire collective des Palestiniens, le 5 juin 1967 est marqué d'une pierre noire. Ce fameux jour scellera non seulement le destin des Palestiniens, mais aussi celui des nationalismes arabes, reléguant au rang de chimère tout espoir de progressisme arabe, unis comme une nation forte face à l'adversité. Et à cette occasion également, le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé ce dimanche le Conseil de sécurité de l'ONU à mettre fin à l'occupation sioniste et assurer la sécurité et la paix au peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Il a en outre exhorté la communauté internationale à sanctionner les responsables sionistes pour leurs crimes commis contre le peuple palestinien et à aller vers la solution à deux États en tant que seule voie de la paix et de la sécurité dans la région. Et le groupe de contact arabe au niveau ministériel sur la crise, cette fois en Ukraine, s'est réuni ce dimanche par visioconférence. Le chef de la diplomatie algérienne, Al-Mtala Mamra, y a pris part aux côtés de ses homologues d'Égypte, de Jordanie, du Soudan, des Émirats arabes unis, d'Irak et du Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulraït. Les travaux de cette réunion se sont penchés sur l'examen de développement de la crise ukrainienne et des moyens permettant au groupe de continuer à s'acquitter de son rôle en vue de contribuer aux efforts diplomatiques internationaux visant à ouvrir la voie aux deux parties du conflit pour parvenir à une solution pacifique tout en œuvrant en parallèle à atténuer les répercussions de la crise sur les pays arabes, notamment en termes de sécurité alimentaire et énergétique. Pour rappel, le groupe de contact arabe au niveau ministériel a été mis en place à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres de la Ligue arabe réunie mars dernier au Caire. Et dans ce conflit, sur le terrain, les bombardements s'intensifient. Plusieurs frappes aériennes russes visant des infrastructures, des chemins de fer ont secoué ce dimanche à l'aube Kiev. Les premiers depuis fin avril. Moscou affirmant avoir détruit des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est par ailleurs. Et dans la bataille de Severodonetsk, en proie à des combats de rue, l'armée russe a affirmé hier que des unités militaires ukrainiennes s'étaient retiré de cette ville clé de l'Est de l'Ukraine.
Et je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine a prévenu ce dimanche que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fourniraient des missiles de longue portée à l'Ukraine, jugeant que les livraisons actuelles d'armes visaient à prolonger encore le conflit. Si des missiles à longue portée sont fournis à l'Ukraine, nous tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes. Nous en avons en quantité suffisante pour frapper des cibles que nous n'avons pas touchées auparavant. Les combattants étrangers, cette fois, véritable bémol dans ce conflit. Ils ont répondu à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour rejoindre les forces ukrainiennes non protégées par le droit international. Ils sont passibles d'exécution. La problématique de ces mercenaires étrangers revient au devant de la scène après l'annonce de la mort du premier mercenaire français. Une information non confirmée par Paris. Un silence embarrassant. Neila Aithamouda. Dès le début des opérations militaires en Ukraine, le 24 février dernier, des combattants étrangers se sont enrôlés dans les rangs de Kiev, suite à un appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un appel pour former un régiment étranger qui se bat aux côtés de son armée. Sont-ils des milliers, des dizaines de milliers? Les chiffres varient du tout au tout, mais sans aucune confirmation officielle, que ce soit du côté ukrainien ou des pays d'origine de ces mercenaires étrangers. Un sujet qui a refait surface dans ce sujet russo-ukrainien suite à la mort de 4 volontaires étrangers, dont un ressortissant français. L'information a suscité la polémique sur les circonstances qui ont amené ce jeune Français à quitter son pays natal pour partir au front à des milliers de kilomètres de chez lui. Selon certaines sources, le volontaire en question aurait eu des liens avec l'extrême droite française et il aurait été engagé auprès d'une milice néo-nazie en Ukraine. Âgé de 32 ans, Wilfried Bellerio aurait rejoint dans un premier temps la Pologne avant de rallier la Maison Tropique des Végènes, un bataillon néo-nazi ukrainien qui accueille dans ses rangs de nombreux étrangers européens. Un exemple de plus sur ces combattants étrangers sur le sol ukrainien empêtrés dans un conflit qui perdure depuis plus de 100 jours et dont les informations ne sont pas encore claires. Quel serait le sort de ces soldats une fois capturés ou morts sur le front? Des questions qui restent pour le moment en suspens, où il est très difficile de voir le bon grain de livrer. Et le 6e train de sanctions économiques européennes contre la Russie est entré en vigueur vendredi en dépit de réticences et autres tergiversations émanant de la part de certains pays, voire entreprises influentes, peu convaincues par l'efficacité de cette démarche au vu du contexte actuel. L'Union européenne fonce-t-elle droit dans le mur? Voici l'éclairage de Kherdin Batash. Du plomb dans l'aile dans le projet européen de sanctions économiques contre la Russie et un 6e train de restrictions adopté vendredi, qu'on annonce aussi stérile que les précédents. L'économie russe montre davantage de signes de structuration et de stabilité, notamment sur le plan monétaire. Le rouble atteignait au mois de mai dernier son niveau le plus élevé en 7 ans. À en croire les prévisions annoncées par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les exportations d'énergie russe se portent plutôt bien. La Russie s'attendrait à des rentrées d'argent massives du fait de l'explosion des cours du brut. En contrepartie, l'entêtement européen à poursuivre sa politique du père Fouettard coûterait aux contribuables allemands quelques 5,4 milliards de dollars en matière d'alternatives au gaz et pétrole russe. Cap sur les pays du Golfe en ce qui concerne la France. Paris cherche à sécuriser des nouveaux approvisionnements en pétrole du côté des Émirats arabes unis. Dans le même temps, plusieurs responsables européens concèdent qu'un embargo sur l'or noir russe prendrait des mois. Selon certains observateurs, Bruxelles chercherait avant tout à promouvoir l'image d'une Europe unie poursuivant le même objectif. Une approche toutefois mise à mal par les mouvements opérés par des sociétés européennes en vue de payer leurs importations de gaz russe en roubles. Les réticences des Allemands et des Italiens à utiliser cette sanction peuvent s'expliquer par la myriade des petites entreprises de ces pays qui travaillent avec la Russie. Celles-ci vont perdre une partie non négligeable de leur chiffre d'affaires, parfois 20 à 40% pour certaines, et n'ont pas tellement de moyens de contourner l'obstacle. En 2021, les Européens avaient acheté pour 88 milliards d'euros d'or noir à Moscou.
Le nouveau train de sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie risque donc de dérailler et de plonger une bonne partie du monde dans une nouvelle crise économique aux conséquences désastreuses. Dans l'actualité également, en Nigeria, des hommes armés ont attaqué ce dimanche une église catholique dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays, tuant de nombreux fidèles, selon le gouvernement et la police. Cette attaque s'est produite pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis, dans la ville d'Owo, habituellement épargnée par les terroristes et les bandes criminelles actifs dans d'autres régions du pays. La responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée. Je vous en parlais en titre, c'est peut-être un tournant dans la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Le Front Polisario a décidé de renoncer au processus de paix, une décision dictée par la politique du fait accompli marocaine et le refus du Makhzen à se soumettre à ce processus sous l'égide des Nations Unies. Leila Guertal. Le Front Polisario rappelle de nouveau son intention de renoncer au processus de paix. Un processus de paix que le Maroc bafoue, transgresse et ignore sans le moindre souci. Devant cette arrogance manifeste du Makhzen, le Front Polisario a décidé de carrément renoncer à ce processus qui finalement n'engage que les Sahraouis sans en demander ou exiger des comptes à la partie adverse marocaine. Cette décision est venue après un constat amer, celui de la transgression répétée du cessez-le-feu par le Maroc, soutenu et défendu par des partis qui ne sont hélas plus à présenter, tant cette alliance maléfique est déclarée au grand jour. Le cessez-le-feu a déjà connu plusieurs violations, à en rappeler celle de 1991, en dépit de toutes les mises en garde du Front Polisario. Le Makhzen, fort de son alliance avec l'entité sioniste, s'est transformé en parfait exécutant en endossant, non contre sa nature, l'habit d'État hostile et dangereux pour son voisinage. Khatri Addoh, membre du Front Polisario, a déclaré que le Front Polisario a été contraint d'abandonner sa main du processus de paix en raison, je cite, de l'obstruction marocaine qui n'a eu de cesse de saper la légitimité internationale et perturber les décisions onusiennes. Et pour évoquer plus en détail cette question, nous avons via Skype Habib Allah Kaouri, représentant du Front Polisario à Valence en Espagne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles conséquences aura selon vous cette décision, celle du renforcement, du renoncement plutôt au processus de paix, bien sûr en nous parlant de l'impact sur le processus politique? Normalement, on devait des Nations Unies, parce que c'est de sécurité formé la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. C'est au Conseil de sécurité de réagir, parce que le Maroc, comme tout le monde le sait, se conduit comme un État voyou. Il viole tous les droits. Il a violé les droits, il a violé le plan de paix qu'il a signé sous les auspices des Nations Unies avec le Front Polisario. Et il a vidé avec son chantage, avec cette obsession de nous imposer le fait accompli et de faire des Sahraouis marocains malgré eux. Oui, mais Habibullah Kaouri, renoncer au processus de paix, était-ce la bonne décision dans cette conjoncture? Mais monsieur, depuis novembre 2020, oui, a violé le cessez-le-feu et c'est lui qui a vraiment mis fin au processus de paix. En prenant les armes. Exactement. Oui. Bah, mais pas seulement. Le Maroc avant ça avait obligé la composante politique de la MINURSO de quitter le territoire. Et il a laissé seulement les gardiens de paix pour lui, les casques bleus pour garder son occupation et pour garder ses violations et ses exploitations et ses vols des ressources minières
naturelle du peuple sahraoui. Habibullah Kaouri, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes représentant du Front Polisario à Valence en Espagne et merci d'avoir été avec nous. L'actualité en Afrique, c'est aussi les dirigeants de la CEDEAO qui étaient réunis hier à Accra. Ils ont renvoyé à un nouveau sommet le 3 juillet toute décision concernant le Mali, le Burkina Faso et la Guinée en proie à des changements anticonstitutionnels de gouvernement. À la veille de ce sommet, la CEDEAO avait annoncé que les chefs d'État feraient le point sur la situation dans ces États membres et engageraient des discussions à ce sujet, surtout concernant la durée de la transition qui fait débat dans les pays concernés. Et en proie justement aux sanctions, l'économie malienne se diversifie. Les travaux de construction ont été lancés pour une mine à Goulamina, dans le sud du Mali. Cette première mine de lithium d'Afrique de l'Ouest ferait de ce pays le troisième producteur mondial de lithium, avec une production annuelle moyenne de 726 000 tonnes de concentré de spodumène sur une durée plutôt de 21 ans. Dans l'actualité également, la Turquie est sur le point de lancer une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'a révélé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara vise à mettre hors d'état de nuire les milices kurdes qui se trouvent dans le pays voisin et qui a connu plusieurs campagnes militaires similaires depuis 2016. Amin Touta. C'est vers le nord de la Syrie que les yeux d'Ankara sont rivés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan envisage de mener une nouvelle opération militaire dans ce pays, dont l'objectif de contrer les milices kurdes hostiles à la Turquie et considérées comme mouvement terroriste. Une proposition validée par le Conseil de sécurité nationale, même si la date de l'offensive n'a pas encore été dévoilée. Une nouvelle offensive militaire qui ne sera pas la première. L'armée turque a mené plusieurs opérations depuis 2016. La dernière fut surnommée Bouclier de la Source en 2020 et qui visait à faire reculer les mouvements kurdes dans le nord de la Syrie et la création d'une bande sécurisée le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ce nouveau rebondissement survient dans un contexte géopolitique marqué par le conflit en Ukraine et la volonté d'élargissement de l'organisation OTAN, dont la Turquie est membre et s'est montrée sceptique quant à l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Alliance Atlantique, en raison de la protection par Stockholm et Helsinki des militants pro-kurdes opposés à la Turquie. Pour rappel, et dans la foulée du conflit russo-ukrainien, les deux pays scandinaves ont formulé une demande officielle pour rejoindre l'OTAN, mettant fin à des décennies de neutralité. La Syrie, où un 8e cycle de pourparlers sur une nouvelle constitution pour la Syrie, justement, s'est achevé vendredi, à l'issue duquel les participants ont très peu progressé. Selon le médiateur des Nations Unies, les discussions ont lieu entre 15 représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile, abrités par le représentant de l'ONU, Geir Pedersen. Un nouveau round de pourparlers inter-yéménites se tient ce dimanche dans la capitale jordanienne Amman afin de discuter de la réouverture des routes fermées à Taïs et dans d'autres villes yéménites, selon des participants à ces négociations directes qui ont lieu sous l'égide des Nations Unies. Et toujours à propos du Yémen, le Parlement arabe s'est félicité ce dimanche du renouvellement pour 2 mois de la trêve conclue entre les parties belligérantes au Yémen sous les auspices de l'ONU, appelant la communauté internationale à soutenir l'instauration du cessez-le-feu et à pousser les parties au conflit à trouver une solution globale à la crise dans ce pays. Au Bangladesh, cette fois, au moins 49 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées dans une gigantesque explosion de produits chimiques déclenchée par un incendie dans un dépôt de conteneurs à Sitakounda. Une aggravation du bilan était à craindre, certains blessés se trouvant dans un état critique.
Et parlant histoire, dans ce journal, le Forum de la mémoire d'El Moudjahad à Alger a accueilli une grande conférence sur l'histoire. La délégation de l'association Josette et Maurice Audin, conduite en Algérie par Pierre Audin et présidée par Pierre Mansat, a pris part à l'événement. Plusieurs communications ont abordé différents aspects inhérents au volet mémoriel. Le directeur d'El Moudjahad a prononcé une allocution sur la guerre des grottes à laquelle était consacré un numéro spécial de la revue Politis. L'utilisation d'armes de destruction massive par le colonialisme français pendant la guerre de libération a été le sujet de l'historien Christophe Lafay, auteur d'une étude sur le sujet. Je suis très impressionné aussi tous les jours depuis que la délégation est arrivée ici en Algérie, la délégation de l'association Josette et Maurice Audin. Je suis effectivement impressionné de l'accueil que nous rencontrons et que je rencontre personnellement. La gentillesse et l'affection que montrent beaucoup d'Algériens sur notre passage quand ils nous reconnaissent, quand ils me reconnaissent. Je suis effectivement étonné et ravi. Ce voyage a été pour moi riche en émotions et j'ai découvert, voilà, vous m'excuserez de résumer très rapidement l'Algérie ainsi, mais une Algérie d'histoire et d'émotions qui m'a particulièrement touché. Donc, et cela m'a touché car le sujet, bien évidemment, que j'ai abordé et que je vous parlerai ce soir comme historien, car je suis un modeste historien, comme il y a aussi d'autres historiens en Algérie qui font leur part du travail et qui travaillent aussi sur ces sujets. Et ces révélations s'ajoutent aux crimes de masse, à la torture, aux disparitions forcées et autres exactions perpétrées par le régime colonialiste en Algérie pendant 132 ans. Le thème des archives a également été abordé sous plusieurs angles. Le peuple français ou le président français ou le gouvernement français est loin de tout cela. Donc il ne peut pas nous reprocher de vouloir exploiter cette rente mémorielle. Ce n'est pas un sens d'exploiter cette rente. Nous voulons simplement que la vérité éclate, que la vérité s'impose. Et en fonction des différents tabous que l'on commence à lever au petit bonheur, la chance indique que le travail de mémoire, il lui reste beaucoup de choses également à réaliser pour arriver à la vérité. Nous voulons une vérité simplement, un constat des faits, sans commentaire. Donc, cela me permet de dire que le sujet des archives est un très gros sujet. Mais le sujet des archives est lié à la vérité historique. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Soit par des tractations diplomatiques, soit par des raisons politiques entre chefs d'État, soit par la justice. Et donc, ce volet devrait effectivement, et vous avez raison, prendre une bonne séance à parler que des archives. Et c'est justement l'une des figures de la résistance face au colonialisme français. Le buste de Maurice Audin, militant de la cause algérienne assassiné par l'armée coloniale française, a été inauguré ce dimanche à la place Audin à Alger, et ce à la veille de la commémoration du 65e anniversaire de sa tragique disparition. L'inauguration s'est déroulée en présence de Pierre Audin, fils de Maurice Audin, et du président de l'association Josette et Maurice Audin, Pierre Mansat, le Wali d'Alger, Ahmed Maabed, des autorités locales et militants et des citoyens. On passe au sport à présent pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, l'Algérie est leader désormais du groupe F avec 3 points après la première journée et le match gagné face à l'Ouganda au stade du 5 juillet à Alger. Cette première sortie des protégés de Jamal Belmadi après l'échec du mondial a été plutôt concluante. Salah Faisal a assisté au match.
L'Algérie de Djamel Belmadi est sortie victorieuse face à l'Ouganda sur le score de 2-0 devant 14 000 supporters. L'Algérie a su garder les 3 points. Nouveau cycle et une nouvelle ère. Un match très attendu. La fédération des crânes de l'Ouganda a augmenté les primes de match et surtout de la victoire à l'étranger, $5 000 pour le match d'Algérie. Les coéquipiers du capitaine Islam Slimani ont aussi marqué l'historique des matchs entre les deux pays car avant ce rendez-vous, l'Algérie et l'Ouganda ont été à une égalité. 9 matchs joués, 3 matchs remportés par chaque équipe et 3 matchs nuls. Le premier match entre les deux équipes a été enregistré en 1968, Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie, victoire de l'Algérie. Hassan Lalmas, la légende, marque un triplé. Un soutien indéfectible du public algérien pour le coach Djamel Belmadi s'est protégé. On n'a pas senti l'absence de Riyad Mahrez. Youssef Blaili s'est chargé du show et du spectacle. Le staff a aligné un 4-4-3. Les Verts se sont procurés beaucoup d'actions. À la première mi-temps, notamment par Youssef Blaili. La tête de Adam Zargan a manqué de puissance. À la 28e minute, un coup franc pour l'Algérie. Youssef, bien inspiré, trouve la tête d'Islam Slimani repoussée par la barre transversale. Issa Mandi, plante de poitrine, inscrit le premier but, 1-0. L'Algérie domine, mais les crânes ont réussi à obtenir un penalty après une faute de Razel. Farouk Miel le tire, Mustafa Zorba répond présent et repousse le ballon avec le bout du pied. Pas tournant de match, 1-0 à la mi-temps. À la seconde période, l'Algérie a dominé. Le show a continué avec l'incorporation d'Ounes et d'Amoura. Le joueur de Naples était juste un électron libre, un bijou sur la pelouse. Une autre solution à droite pour Djamel. La magie de Maradona était présente au 5 juillet contre le Brestois a fait le bonheur du public. Blaili élimine 4 joueurs et bat le gardien de l'Ouganda 2-0. Le Sultan redonne la confiance et la renaissance de l'équipe d'Algérie avant une deuxième journée à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al 24 News. Excellente soirée.